Philippe Masson, pour les entreprises d'ingénierie, quels sont les axes On de est à peu progrès? près dans la même logique. On a intégré la réflexion environnementale il y a déjà 13 ans. Aujourd'hui, tous nos chefs de projet ont cette sensibilisation. L'idée, effectivement, à terme, c'est que ça devienne un automatisme pour tous les concepteurs qui travaillent au sein de nos équipes et pas forcément avoir une personne spécialisée dans un domaine qui revient toujours à la charge sur ses approches développement durable. Donc c'est vraiment de l'intégrer. Pour ça, on a besoin aussi, et ça c'est important, d'avoir des clients en face qui y soient sensibilisés. Donc c'est le cas chez certains de nos clients, ça l'est moins chez d'autres, donc c'est un peu difficile quelquefois à faire passer les messages. Et là, ça va demander, je pense, encore un petit peu de temps au niveau des formations initiales pour que cet aspect-là soit bien intégré dans toutes les formations de personnes encadrantes, pour que ce soit parmi nos interlocuteurs des priorités qui soient déclinées également dans leur définition de POX, dans leurs axes de progrès au niveau management, pour qu'à un moment donné, ça fasse partie intégrante de leur projet industriel. Et ça, aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas chez tous nos clients. Dominique Bourg, c'est vous qui avez introduit les débats, c'est à vous que revient l'honneur de conclure avant qu'on passe la parole à la salle. Alors quel est l'avenir de l'écologie industrielle et qu'est-ce qu'il faut développer comme formation, comme compétence? Surtout, je dirais qu'il faut vraiment bien faire la différence entre le court terme, c'est-à-dire ce que vous avez dit tout à l'heure est intéressant, c'est-à-dire qu'effectivement au court terme, alors qu'on sait très bien qu'à moyen terme, on aura un problème généralisé, universel de ressources, là il y a une récession, il y a le prix des matières premières qui s'effondre. Alors, trop l'entendre, c'est carrément faire de l'auto-intoxication. Hein. Imaginez par exemple ce qui pouvait se tramer dans la tête du PDG de General Motors en 2003. Proche des milieux pétroliers, proche de l'administration Bush, il lance une gamme de super 4x4. Et il se casse la figure avant même la chute des subprimes. Donc ça, franchement, il faut éviter l'auto-intoxication. Le court terme, évidemment, en tant qu'industriel, vous n'y échappez pas, mais c'est vraiment du court terme. Regardez quand même toujours, ayez toujours le regard vissé aussi sur les indicateurs de moyen et de long terme. Alors là, franchement, ceux-là sont tout à fait favorables au développement des stratégies de dématérialisation, l'écologie industrielle bien sûr, et d'autres stratégies possibles. On va passer la parole à la salle. Alors avant de vous passer la parole, je tiens à vous signaler que la conférence est filmée et que tous ces débats pourront être consultés sur notre site internet www.cadef.fr. J'avais cru comprendre que l'écologie industrielle en fait était plutôt une démarche inter-entreprise, c'est-à-dire la recherche de synergie entre plusieurs entreprises. L'idée de l'économie circulaire, c'est bien que les déchets de l'un servent de matière première à l'autre. Là, vous nous avez plutôt parlé de démarche intra-entreprise. Alors, est-ce que Champagne-Ardenne a fait quelque chose dans le domaine inter-entreprise? Et M. Bourg, je sais que vous travaillez depuis très longtemps dans cette problématique. Est-ce qu'il y a d'autres exemples en France ou proches de nous de cette recherche de synergie inter-entreprise? Bien sûr, vous avez raison. À l'origine, l'écologie industrielle, en fait, c'est ce qu'on appelle les symbioses industrielles. C'est lorsque sur un même site, on va mutualiser l'usage d'un certain nombre de flux. Kalundborg étant la première. Aujourd'hui, à peu près il y avait encore 1 ou 2 ans une cinquantaine d'écoparcs. Si vous voyez par exemple un pays comme la Chine, effectivement en croissance économique folle et qui est devenu l'atelier du monde, il y a des milliers et des milliers de parcs d'activité en Chine, même des dizaines de milliers de parcs d'activité, et il y a une vingtaine de sites pilotes, dont des sites très célèbres comme Tila ou d'autres, où effectivement on pratique ce qu'on appelle la symbiose industrielle. Alors, en France, il y a des petites expériences effectivement en Champagne-Ardenne, intéressantes, du côté de Bazancourt ou ailleurs. Il y a eu des tentatives dans la région parisienne, c'est pas totalement abouti. Ici, à Lyon, du côté du couloir de la chimie, je ne sais pas vraiment où on en est, mais je sais qu'il y avait vraiment quelque chose qui aurait dû démarrer. C'est sûr que dans un vieux pays industriel, si vous voulez, où le nombre de parcs est moins important, c'est plus difficile. Mais vous avez tout à fait raison. Dans le côté écologie industrielle, même au-delà des symbioses, il y a l'idée de faire que les entreprises, au moins pour certaines activités, deviennent partenaires. Ce n'était pas tout à fait spontané dans la conviction. Alors ça reste effectivement toujours quelque chose de très intéressant. Là, on a plus focalisé en fait sur les 3 R, parce que c'est vrai que c'est plus universel sur un territoire comme le territoire français que les symbioses industrielles à proprement parler. Mais vous avez tout à fait raison. Oui, et je crois que c'est déjà difficile intra-entreprise. Alors imaginez
mettre ensemble plusieurs entreprises qui ont des objectifs qui ne sont pas les mêmes, c'est encore plus difficile. C'est encore plus difficile, mais parfois, quand l'espace s'y prête, ça se fait, et ça se fait très bien. Ça s'est quand même beaucoup développé dans le monde, et pas simplement en Chine. Hein. Un des écoparcs les plus intéressants au monde, c'est celui de Kwinana à Perth en Australie, par exemple. Et on est pourtant dans le monde anglo-saxon. Je voulais rajouter aussi, aujourd'hui, nous, on prend en charge l'ensemble des déchets de nos concurrents, et on est capable aussi de leur vendre de la matière. Donc, quelque part, on a des synergies avec des concurrents, puisqu'on a la technologie, et on ouvre cette possibilité, justement, d'utiliser notre matière recyclée, qui est forcément moins chère que de la matière vierge. Donc, il y a aussi cette synergie qui est possible quand on est, je dirais, un peu pionnier dans le domaine. Je voudrais rajouter quelque chose en tant qu'agence régionale de développement, et je parle au nom de mes collègues qui dirigent les agences de développement des différents territoires qui constituent la région. Quand on implante une entreprise, on s'efforce effectivement de l'intégrer dans le tissu de manière à ce qu'elle puisse bénéficier de ce que le tissu peut lui apporter, soit en tant que matière première, soit en tant que chaleur, soit en tant que regroupement, massification, mutualisation possible avec d'autres entreprises dans cet esprit-là. D'autres questions ? Je m'étais intéressé un peu de loin justement à l'écologie industrielle il y a 3-4 ans. Je vois que ça commence un petit peu à décoller, mais tout doucement, avec des projets avec l'ANR ou des choses comme ça. Qu'est-ce qui manque vraiment pour que ça parte un appui institutionnel, de la formation, tu vois? Qu'est-ce qui manque vraiment? Effectivement, l'aspect recherche, l'aspect formation est intéressant. Alors, la France a beaucoup bougé ces dernières années. Hein, il y a un nouvel appel d'offres sur les écotechnologies qui va être lancé dans le cadre de ce qu'on appelle Précode, avec pas mal de choses concernant l'écologie industrielle, concernant l'économie de fonctionnalité. Dans les formations d'ingénieurs, de manière générale, c'est quand même une idée qui s'est quand même largement répandue. Il y a une assez grande sensibilisation à ce sujet-là. Du côté des industriels eux-mêmes, si je pense au tout début, par exemple, quand on a organisé le premier colloque, je ne sais plus, c'était vers la fin des années 90 à Troyes, personne ne connaissait même l'expression d'écologie industrielle. Je crois que le premier petit débat sur ce sujet à Polytech, ça fait à peu près 5 ou 6 ans, les choses ont beaucoup évolué, et puis je dirais qu'il y a une prise de conscience. Bon, il y a une parenthèse aujourd'hui avec la crise, mais il y a une prise de conscience sur le problème de la finitude de manière générale, hein, en termes de biodiversité, en termes de capacité de régulation de la biosphère, donc le climat, en termes de disponibilité de ressources fossiles, en termes de disponibilité d'un certain nombre de ressources minérales, métaux précieux, semi-précieux. Donc là, maintenant, les choses commencent à se savoir, et on sait très bien que sur le long terme, on sera obligé de vivre, par exemple, avec une activité comme le recyclage pour une grande part. Donc les choses finissent par se savoir. Maintenant, il y a une inertie, si vous voulez, mentale, une inertie économique, une inertie de structure. Hein, si je prends par exemple cette histoire d'économie de fonctionnalité, c'est pas évident du tout. Vous changez de métier, ça demande un investissement très élevé au départ. Il faut le courage un peu de votre patron à l'origine. Donc voilà, il y a ces facteurs-là qui peuvent ralentir, mais je crois que, si vous voulez, le message sur le fond est quand même relativement bien passé, même si les choses n'ont pas encore pris l'allure qu'on pourrait souhaiter. Bien. Merci beaucoup de votre attention. Merci à nos intervenants. Je vous demande de les applaudir.